Depuis 60 ans, c'est avec l'uranium du Niger que l'on a l'électricité, le progrès et la richesse ailleurs. Le moment est arrivé pour que l'uranium d'Imouraren ou d'Arlit bénéficie enfin au peuple du Niger, de l'AES et de l'Afrique. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Vous connaissez le CIRDI? Eh bien, le CIRDI, c'est le Centre international pour les règlements des différends relatifs aux investissements. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Oui, mais ça, c'est jusqu'à ce qu'on se penche sur le dossier, ce que j'ai fait pour vous, et qu'on constate que c'est en fait le bras juridique des institutions financières internationales souvent corrompues et toujours biaisées, comme la Banque mondiale et le FMI. Vous savez, ceux-là qui se posent en gendarmes du système financier made in Bretton Woods, qui arrivent avec leur plan d'ajustement structurel, détruisent nos agricultures locales, privatisent nos services publics, font chanter nos États avec leurs agendas faunés comme le climat, la démocratie, la légalisation de l'homosexualité, aident les présidents tordus à cacher leurs dettes et ouvrent nos marchés aux entreprises occidentales. Et quand, enfin, un État africain ose protéger ses citoyens contre une de leurs multinationales spoliatrices et destructrices, il se fait condamner par le CIRDI à payer des milliards. C'est donc sans surprise que l'on a appris que la multinationale française Orano, anciennement Areva, anciennement Cogema, a saisi le CIRDI, basé à Washington, au siège de la Banque mondiale, pour 2 procédures d'arbitrage contre le Niger. Une pour le retrait du permis d'exploitation du gisement d'uranium d'Imouraren en juin 2024 et l'autre pour la nationalisation de la Somaïr décrétée par les autorités nigériennes un an plus tard en juin 2025. Et c'est dans le cadre de cette dernière que le CIRDI a ordonné au Niger de suspendre la vente de son stock de 1000 tonnes d'uranium en attendant que le différend qui l'oppose à Orano soit traité par ses soins. Toi-même, ta chose. La réponse du Niger vient de tomber. En tournée triomphale dans toutes les régions du pays, le président de la République, mon président, le général d'armée Abdraman Tiani, a eu des mots extrêmement importants depuis la ville d'Arlit. Voilà ce qu'il a dit. Nous avons repris notre uranium et nous l'avons restitué à la nation. Il appartient désormais au peuple nigérien. Cette richesse est la nôtre, pas celle de quelqu'un d'autre. Donc, nous ne demanderons l'autorisation de personne pour la vendre. Fin de citation. Des paroles comme on les aime et qui étaient une réponse ferme et claire à l'ordonnance procédurale intermédiaire rendue par le CIRDI en septembre 2025. Ça fait des années que je répète inlassablement qu'il faut que nos pays sortent du système international actuel dont l'architecture a été bâtie de sorte à pérenniser la colonisation et un ordre mondial dominateur unipolaire. Alors évidemment, un pays qui sort seul, ça n'aura pas d'impact. Mais si nous sortons ensemble, les 3 États de l'AES, et pourquoi pas aussi d'autres pays d'Afrique et du Sud global, alors là, ça va faire bouger les choses. Un coup d'œil sur les chiffres est sans appel. Au CIRDI, les investisseurs gagnent 75% des affaires contre les États africains, contre 40% face aux pays dits développés. Et sur les arbitres et conciliateurs du CIRDI, l'Afrique ne représente que 2% des nominations, quand l'Europe et l'Amérique du Nord en prennent 65%. Vous doutez ? Regardez donc le graphique qui s'affiche, extrait du rapport 2025 du CIRDI lui-même. Nous sommes la petite barre gris clair que vous voyez là, les 2% là, c'est nous. On dirait que pour nous là est un peu petit. Cerise sur le gâteau, seules les multinationales peuvent saisir le CIRDI, pas les États. Un unilatéralisme qui disqualifie d'office cette instance. La loi internationale n'a pas été conçue pour protéger le peuple, mais plutôt pour protéger le capital. Je récapitule. Ils viennent chez nous pour négocier des contrats, creuser notre sol, extraire nos matières premières, polluer notre environnement, rendre malades nos populations, générer leurs profits, mais quand il y a des palabres,
Ce n'est pas notre justice qui intervient, mais ils réclament plutôt la neutralité. Et bizarrement, le terrain de cette neutralité, c'est chez eux. Les règles de cette neutralité, c'est les leurs. Et les arbitres de cette neutralité, c'est eux. Aïe! On peut faire ça. Neutralité même est étonnée. Alors c'est vrai, on peut s'énerver, on peut dénoncer cela, mais il serait vain d'accuser les autres sans regarder nous-mêmes dans le miroir. Ce sont nos chefs d'État, nos gouvernements, nos députés qui ont signé, négocié, ratifié ces conventions pièges à cons. On peut admettre que dans les années 60, 70, 80, allez, allons-y jusqu'aux années 2000, ils n'étaient pas formés, ils n'étaient pas conscients des enjeux du monde, de la nature foncièrement hypocrite et déséquilibrée du système. Mais aujourd'hui, là, c'est comment? Bon, maintenant qu'on a identifié le problème, je vais vous donner 5 pistes pour savoir comment desserrer l'étau et s'en sortir. Et j'espère que nos dirigeants sont à l'écoute. Première chose, il faut résilier, dénoncer tous les traités bilatéraux d'investissement, les accords de libre-échange, les lois nationales d'investissement et les contrats qui confient nos litiges aux institutions d'arbitrage occidentales comme le CIRDI de Washington, la CPA de La Haye, la CCI de Paris, la LCIA de Londres. Et naturellement se retirer formellement de ces systèmes. Deuxièmement, il faut imposer la compétence des tribunaux nationaux et régionaux. Et ne venez surtout pas me dire que c'est utopique. Non, c'est une question de volonté et de souveraineté juridique. En 2022, le Nigeria a refusé de signer l'accord de l'OCDE G20 sur l'impôt minimum des multinationales. Tout simplement parce que ça ne l'arrangeait pas financièrement et surtout parce que l'accord imposait un arbitrage international en cas de litige, ce qui est contraire à la constitution nigériane qui prévoit dans une de ses dispositions que tous les différends sont de la juridiction exclusive de la justice nigériane. Ce que Makloklo a pu faire, Maklakla peut aussi faire. Troisièmement, il faut auditer tous les contrats, renégocier là où un déséquilibre est établi et quantifié et documenter de façon précise les abus et manquements des multinationales. Orano, c'est 20 millions de tonnes de déchets radioactifs laissés à l'air libre qui ont ravagé la terre, pollué l'air, contaminé les nappes phréatiques, touchant des centaines de milliers de personnes, avec des enfants mal formés qui continuent de naître en pagaille, des cancers qui continuent de se multiplier, des puits d'eau qui continuent d'être inutilisables. Même les nouveaux qu'on construit là sont contaminés. Des trous partout, de la poussière radioactive qui continue de virevolter dans la zone et le pays. Quatrièmement, il faut utiliser ces manquements pour contre-attaquer et réclamer et obtenir des indemnisations bien supérieures à leurs demandes farfelues et outrancières devant le CIRDI. Et enfin, cinquièmement, il faut construire un système africain d'arbitrage réellement indépendant dans l'AES. Pas comme la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, qui, comme la plupart des organisations sous-régionales africaines, a un ADN profondément occidental, hérité de sa création et de ses bailleurs. Et d'ici à ce que cela soit mis en place, on peut temporairement avoir recours à des institutions plus neutres comme le Singapore International Arbitration Center ou le Hong Kong International Arbitration Center. Et il y a aussi, je crois, quelque chose comme ça du côté de Dubaï. Le président Abdraman Tiani a agi pour affirmer notre souveraineté sur nos ressources et protéger la sécurité nationale, les finances publiques, la santé des populations et l'environnement. Depuis 60 ans, c'est avec l'uranium du Niger que l'on a l'électricité, le progrès et la richesse ailleurs. Le moment est arrivé pour que l'uranium d'Imouraren ou d'Arlit bénéficie enfin au peuple du Niger, de l'AES et de l'Afrique. Le moment est venu pour que l'uranium du Niger soit enfin extrait dans des conditions sécurisées, vendu au prix du marché et propulse le pays vers la prospérité et un avenir industriel et pourquoi pas nucléaire. Celui qui n'est pas d'accord là, il saute et cale en l'air. Peace out.
Dès les premières secondes, une vérité saisissante s'impose. Ce qui se joue aujourd'hui autour de l'uranium du Niger dépasse largement un simple débat économique. C'est une bataille pour la souveraineté, pour la justice et pour l'avenir même du continent africain. Et lorsque Nathalie en prend la parole, son message frappe comme un rappel brutal mais nécessaire. Depuis plus de 60 ans, une ressource vitale du Niger éclaire le monde, enrichit des économies lointaines et alimente des progrès qui n'ont pourtant jamais transformé la vie des Nigériens eux-mêmes. Cette contradiction, choquante et pourtant bien réelle, est le point de départ d'une réflexion que Quelle leçon pour l'Afrique veut porter au cœur de chaque citoyen africain. Car l'enjeu n'est pas seulement l'uranium. L'enjeu, c'est la manière dont le continent a été enfermé dans un système international où les règles, les cadres juridiques et les institutions sont façonnés ailleurs, par d'autres, souvent sans prendre en compte les besoins, les droits ou les intérêts des populations africaines. Lorsque Nathalie Yan évoque le CIRDI, présenté comme un centre neutre de règlement des différends, elle invite à regarder derrière l'apparence prestigieuse des mots. Elle révèle l'autre face de ce mécanisme, une structure en réalité profondément alignée sur les intérêts de puissance financière globale, à commencer par la Banque mondiale et le FMI, souvent critiqués pour leur influence disproportionnée sur les politiques économiques de pays vulnérables. Cette dénonciation n'est pas une colère gratuite. Elle s'appuie sur des faits, sur des décennies de décisions qui ont façonné l'avenir économique de nations entières. Il en rappelle comment les programmes d'ajustement structurel ont fragilisé les agricultures locales, privatisé des services essentiels et créé des dépendances durables. Ce constat soulève immédiatement une question essentielle. Quelle leçon pour l'Afrique? Comment se reconstruire lorsqu'un système économique mondial impose des réformes qui ne servent pas les priorités locales? Comment faire en sorte que les richesses africaines deviennent réellement des leviers de développement pour les Africains eux-mêmes? C'est ici que la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique trouve tout son sens. Elle n'a pas vocation à nourrir la rancœur, mais à susciter la lucidité. Les révélations de Nathalie en ne sont pas seulement un réquisitoire, elles sont un appel à comprendre, à analyser et à tirer des enseignements. Car si l'Afrique veut avancer, elle doit regarder sans détour ce qui, depuis des décennies, la maintient dans une position de faiblesse structurelle. Dans cette analyse, un passage retient particulièrement l'attention. La décision d'Orano, ancienne Areva, de saisir le CIRDI pour contester les décisions souveraines du Niger. Cela révèle la place immense qu'occupent les multinationales dans les mécanismes d'arbitrage international. Cette situation pose une question universelle. Comment un État peut-il protéger son peuple si, au moindre acte de souveraineté, il se retrouve devant une institution internationale où les dés semblent piper dès le départ? La statistique citée par Yan est édifiante. Dans les affaires opposant des multinationales à des États africains, les investisseurs gagnent 75% du temps. Ce chiffre, issu des propres rapports du CIRDI, montre un déséquilibre qui ne peut plus être ignoré. Et l'Afrique, qui ne représente que 2% des arbitres et conciliateurs, est quasiment absente des lieux où se jouent pourtant des décisions vitales pour son avenir économique. Quelle leçon pour l'Afrique? D'abord que la souveraineté juridique n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue. Ensuite que le continent doit investir dans la formation, l'expertise et la construction de cadres juridiques solides qui défendent les intérêts de ses populations. Lorsque le président Abdourahmane Tiani affirme que l'uranium appartient désormais au peuple nigérien, ce n'est pas seulement une déclaration politique. C'est une affirmation de dignité nationale et de responsabilité collective. C'est aussi un message envoyé à tout le continent. Aucune nation ne peut construire sa prospérité si elle n'a pas un contrôle ferme sur ses propres ressources. Et surtout, aucune nation ne peut avancer si elle cède son pouvoir décisionnel à des instances créées sans elle et contre ses intérêts. Ce moment, que Nathalie en qualifie de tournant, incarne parfaitement la mission de notre chaîne. Chaque pas vers la souveraineté économique doit être analysé, compris et partagé, car il contient une leçon essentielle pour tous les Africains. Une leçon de courage, de lucidité et de responsabilité. Dans les prises de position de Yan, un autre message profond se dégage, l'Afrique doit agir collectivement. Aucun pays, isolé, ne peut faire face seul à des multinationales puissantes et à des institutions internationales influentes. Mais ensemble, dans un cadre régional ou continental, les nations africaines peuvent rééquilibrer la relation et imposer leurs propres règles. C'est cette vision d'un bloc africain uni, souverain et stratégiquement aligné que Quelle leçon pour l'Afrique souhaite porter dans la conscience de chaque spectateur. Chaque partage, chaque commentaire et chaque abonnement n'est pas qu'un geste symbolique. C'est un acte citoyen, une participation à la construction d'un espace où la vérité, la réflexion et la défense des intérêts africains prennent enfin la place qu'elles méritent. À mesure que l'on avance dans les propos de Nathalie Yan, un fil conducteur se dessine avec une clarté frappante. L'Afrique ne manque ni de ressources ni d'intelligence, mais elle manque d'un cadre international qui respecte sa souveraineté et protège ses intérêts.
Et c'est précisément dans ce décalage entre la richesse réelle du continent et la faiblesse de sa marge de décision que se trouve l'une des plus grandes leçons de cette affaire. Yan insiste sur un point essentiel. Si l'Afrique veut réellement se libérer, elle doit d'abord s'affranchir des outils juridiques qui, depuis des décennies, ont été construits pour limiter son autonomie. Et c'est ici que les messages portés par Quelle leçon pour l'Afrique prennent tout leur sens, car ces outils ne sont pas que des institutions. Ils sont les piliers d'un système mondial qui a longtemps fonctionné sans l'Afrique, et parfois contre elle. Lorsqu'il décrit le CIRDI comme le « bras juridique » de grandes institutions financières, cela n'a rien d'une attaque émotionnelle. C'est une observation fondée sur la structure même de ce système. Et lorsqu'on constate que seules les multinationales peuvent y déposer plainte, alors que les États africains en sont exclus, une réalité s'impose. Il ne s'agit pas d'un espace de justice équilibré. Il s'agit d'un terrain où ceux qui ont le plus de moyens disposent d'un avantage structurel. Pour les spectateurs de notre chaîne, cette situation doit susciter une réflexion profonde. Quelle leçon l'Afrique doit-elle tirer de cette asymétrie? La première est évidente. Aucune nation ne peut dépendre d'une justice qui n'est pas faite pour elle. La deuxième est plus exigeante. Il faut avoir le courage de construire ses propres alternatives, même si cela demande du temps, des compétences et une volonté politique inébranlable. C'est dans ce contexte que les chiffres cités par Yan prennent une importance capitale. Voir que l'Afrique ne représente que 2% des arbitres, alors que les États du Nord en monopolisent 65%, est un rappel brutal de l'absence du continent dans les lieux où se décident ses propres affaires. Et lorsque les investisseurs gagnent 75% des dossiers contre des États africains, nous ne parlons plus d'un déséquilibre, mais d'une structure qui crée mécaniquement la vulnérabilité. Pourtant, ces réalités ne doivent pas décourager. Elles doivent au contraire éveiller une conscience nouvelle, celle que Quelle leçon pour l'Afrique ne cesse de marteler. Comprendre un système, c'est acquérir le pouvoir de le transformer. Refuser d'être naïf, c'est déjà commencer à être souverain. L'affaire Orano, analysée en profondeur par Yan, illustre parfaitement ce combat. Lorsqu'une multinationale conteste une décision de souveraineté d'un État africain et obtient une ordonnance pour bloquer la vente de 1000 tonnes d'uranium, cela pose une question immense. Qui contrôle réellement les richesses africaines? Le Niger les extrait, mais d'autres décident de leur vente. Le Niger les protège, mais d'autres jugent de sa légitimité à le faire. Le Niger veut assurer l'avenir de ses populations, mais d'autres encadrent les conditions de sa propre souveraineté. C'est cette dissonance qui choque profondément, et c'est cette dissonance que notre chaîne s'efforce d'expliquer, de contextualiser et d'éclairer. Car la leçon que doit retenir l'Afrique est simple et puissante. Une ressource qui ne bénéficie pas à son peuple n'est pas une richesse, mais une dépendance déguisée. Ainsi, lorsque le président Tiani déclare que l'uranium appartient désormais au peuple nigérien, ces mots dépassent la dimension politique. Ils s'inscrivent dans un mouvement de reconquête, un mouvement qui inspire d'autres nations africaines à reconsidérer leur rapport à leurs ressources. Et ce message, relayé par Yan avec force, invite chaque Africain à réfléchir à sa part de responsabilité. Car la souveraineté ne repose pas uniquement sur les dirigeants, elle repose aussi sur une population consciente, informée, mobilisée. En s'abonnant, en commentant, en partageant les analyses de Quelle leçon pour l'Afrique, chaque citoyen participe à ce mouvement de réveil. Ce n'est pas un simple geste numérique, c'est un engagement pour que la vérité circule, pour que les manipulations s'effacent derrière la lucidité, et pour que le continent apprenne enfin à lire entre les lignes des discours officiels. Yan va plus loin en rappelant que les multinationales ne se contentent pas d'exploiter les ressources. Elles laissent derrière elles des dégâts humains et environnementaux dont l'ampleur est souvent sous-estimée. Lorsque des tonnes de déchets radioactifs contaminent des terres, des puits, des animaux et des familles, il ne s'agit plus seulement d'un débat économique. Il s'agit d'une question de vie, de santé et de dignité. Pourtant, la leçon que Yan en tire n'est pas de condamner éternellement. Elle appelle plutôt à la responsabilité, à l'exigence, à la capacité de documenter les abus, de les exposer et de réclamer des réparations. Dans cette démarche, Quelle leçon pour l'Afrique s'inscrit comme un relais essentiel. Montrer que la justice est possible, mais seulement si l'Afrique ose la revendiquer avec détermination. Cette analyse ne serait pas complète sans évoquer le point principal de transformation proposé par Yan, l'appel à la construction d'un système africain d'arbitrage réellement indépendant. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une étape indispensable pour sortir de la dépendance institutionnelle. L'AES, en prenant des décisions fortes comme celle du Niger, montre la voie. Et la leçon à en tirer est immense. Les structures africaines doivent être repensées, modernisées et débarrassées de l'héritage colonial qui, encore aujourd'hui, influence leurs orientations. En attendant que ce système soit opérationnel, l'idée de recourir à des instances plus neutres en Asie apparaît comme une stratégie intelligente, pragmatique et transitoire. Ce type de proposition montre que l'Afrique n'a pas besoin d'attendre,
Elle peut agir dès maintenant avec les moyens dont elle dispose. Dans cette longue réflexion, une vérité émerge, la souveraineté ne s'obtient pas en un jour. Elle s'apprend, elle se construit, elle se protège. Et chaque affaire comme celle d'Orano doit devenir une boussole pour le continent. Une boussole qui rappelle que rien n'est joué d'avance, que rien n'est irréversible et que la dignité d'un peuple commence par sa capacité à dire non lorsqu'une injustice se présente. Plus on avance dans l'exposé de Nathalie Yan, plus une évidence s'impose. L'Afrique n'est pas condamnée à subir. Elle n'est pas obligée de rester spectatrice de sa propre histoire. Chaque crise, chaque tension, chaque décision injuste peut devenir un tremplin vers une conscience plus élevée, vers une volonté politique plus ferme. Et c'est cette transformation intérieure, profonde et collective, que notre chaîne Quelle leçon pour l'Afrique cherche à impulser. Car au-delà des faits, ce qui compte vraiment, c'est la manière dont l'Afrique choisit de les interpréter et de s'en servir pour construire son propre avenir. Lorsqu'elle décrit l'état actuel du système international, elle met en lumière un point fondamental. Le problème ne vient pas uniquement des institutions extérieures, mais aussi de la manière dont certains dirigeants africains, dans le passé, ont accepté ou signé des accords qu'ils ne comprenaient pas toujours. Elle ne le dit pas pour accuser gratuitement, mais pour rappeler une vérité essentielle. Reconnaître nos propres erreurs est une étape indispensable pour en sortir. Car l'une des plus grandes leçons pour l'Afrique est bien celle-ci. On ne se libère pas d'un système en le dénonçant seulement de l'extérieur. On se libère surtout en revisitant ses propres choix, en identifiant ses propres failles et en se donnant les moyens d'agir différemment. Ce regard lucide est d'autant plus important que, comme Yan le souligne, beaucoup de ces accords ont été signés à des périodes où les dirigeants africains n'avaient pas toujours la formation, l'information ou l'appui technique nécessaire pour mesurer les conséquences à long terme. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Les outils existent. Les compétences existent. Less analysis existent. Les peuples sont plus informés, plus exigeants, plus conscients. Et cela implique une responsabilité nouvelle, celle de ne plus laisser la naïveté guider les décisions stratégiques. Quelle leçon pour l'Afrique rappelle que la souveraineté commence d'abord dans l'esprit, dans la volonté de comprendre, de se former, de questionner et d'interpeller les dirigeants lorsque l'intérêt général est en jeu. Dans ce combat pour la lucidité, l'affaire Orano devient un symbole puissant. C'est un cas où un État africain, le Niger, a décidé de se tenir debout, de réaffirmer le contrôle de ses ressources et de dire clairement « Nous n'avons pas à demander la permission pour gérer ce qui nous appartient ». Cette affirmation, qui pourrait sembler évidente dans n'importe quel autre contexte, prend une dimension historique lorsqu'elle est prononcée par un pays qui, pendant des décennies, a vu sa richesse partir ailleurs sans que ses citoyens n'en bénéficient réellement. Le message envoyé est fort, l'Afrique peut dire non, l'Afrique peut corriger, l'Afrique peut réorienter ses alliances et redéfinir sa relation au monde. La réaction du CIRDI, qui ordonne la suspension de la vente des 1000 tonnes d'uranium, illustre cependant la résistance du système. Un système qui n'a pas été conçu pour donner de la voix aux plus faibles, mais pour stabiliser les intérêts des plus puissants. Pourtant, ce blocage ne doit pas être vu comme une fatalité. Il doit être compris comme une étape normale dans tout processus de reconquête. Comme dans tout affrontement entre deux forces, celle qui veut changer l'ordre établi rencontre inévitablement la rigidité de ceux qui veulent le préserver. Mais c'est précisément dans ces moments de tension que se joue la maturité politique d'une nation. Et c'est là que Quelle leçon pour l'Afrique intervient, pour rappeler que la résistance ne doit pas décourager, mais renforcer la détermination. Yan insiste aussi sur un point que beaucoup préfèrent oublier, les dégâts environnementaux laissés par l'exploitation de l'uranium. Les sols contaminés, les nappes phréatiques polluées, les maladies, les malformations, les villages entiers exposés sans protection. Elle expose ces réalités non pas pour créer la peur, mais pour réveiller le sens de la responsabilité. Car la souveraineté ne consiste pas seulement à revendiquer une ressource, elle consiste aussi à protéger la vie humaine, à défendre la santé publique, à garantir un environnement sûr. Quelle leçon pour l'Afrique? Qu'aucune richesse ne doit valoir la destruction de notre propre population. Qu'aucun contrat ne doit être signé sans garanties environnementales fortes. Qu'aucune entreprise ne doit être autorisée à exploiter sans être tenue responsable de ses conséquences. L'un des passages les plus puissants dans les propositions de Yan concerne l'appel à résilier les accords d'investissement et de libre-échange qui imposent une dépendance juridique aux institutions occidentales. Elle ne propose pas une rupture brutale mais un processus réfléchi, auditer, documenter, comprendre, dénoncer, reconstruire. Cette démarche progressive montre que la souveraineté n'est pas une aventure improvisée, mais une stratégie rigoureuse. Et c'est là une autre leçon pour l'Afrique, sortir d'un système ne signifie pas sortir du monde. Cela signifie choisir ses termes, établir ses propres règles, défendre ses priorités sans renoncer à la coopération. De plus, la référence à l'exemple du Nigeria,
qui a refusé un accord du G20 en 2022 parce qu'il compromettait sa souveraineté juridique, est particulièrement inspirante. Cela montre que la fermeté est possible, que la cohérence constitutionnelle peut s'imposer face aux pressions internationales. Et cette action donne une leçon claire, l'Afrique n'a pas besoin de tout accepter. L'Afrique peut négocier. L'Afrique peut refuser. L'Afrique peut décider que certaines règles internationales ne s'appliquent pas lorsqu'elles contredisent l'intérêt national. C'est ce type de position qui transforme un État en acteur souverain. Enfin, la proposition de créer un système africain d'arbitrage, réellement indépendant, est peut-être l'idée la plus révolutionnaire du discours de Yan. Elle ne demande pas simplement une réforme, elle demande une refondation. Elle invite les États à imaginer et bâtir un modèle inédit qui protège les nations africaines et rééquilibre enfin les relations économiques. Une telle initiative, si elle est menée collectivement, pourrait marquer un tournant historique. Quelle leçon pour l'Afrique voit dans cette initiative une graine de renaissance juridique et politique qui pourrait devenir, à terme, l'un des plus grands legs institutionnels du continent.